Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réalisée par l'équipe Arsenal FR en compagnie du boss Nicolas. Salut Nicolas, j'espère que ça va. Salut. Et aujourd'hui, on va discuter du mois dantesque qui nous attend footballistiquement parlant, avec énormément d'échéances un peu terrifiantes, d'autres plus simples, notamment notre derby du Nord de Londres à la fin qui va arriver comme un air de vacances. Et voilà, on va discuter un peu de nos prédictions, à quoi s'attendre, quel match peut être un piège, quel match va être une réussite, et qu'est-ce que ça veut dire globalement pour notre saison, de quelle mesure ça va déterminer le reste de notre saison, parce qu'on part sur 6 semaines de football avec des matchs quasiment tous les 3 jours. Ça va être intense, ça va être bien, c'est ça qu'on voulait, c'est ça être un gros club, hein. Il faut falloir s'y habituer que les fins de saison vont être acharnées désormais jusqu'à la fin du règne Arteta, qu'on espère dans une vingtaine d'années. Et en guise d'introduction, je voulais juste dire, avant de se lancer dans le gros du sujet, que je crois que c'est la première fois de ma vie que j'attends pas nécessairement avec hâte la fin d'une trêve internationale, au vu du match qui nous attend par la suite, ou dans le sens où là il y a une sorte de mini répit, où il y a les nerfs qui montent un petit peu, mais sans que je sois particulièrement ennuyé, particulièrement dans le désir de retrouver notre chère et tendre équipe. Je sais pas si c'est un constat que tu partages. Ouais, déjà salut tout le monde, salut Noé, salut Lounès à la prod, salut à toute l'équipe. Ouais, je comprends ce que tu dis. J'y avais pas spécialement pensé, je t'avoue, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on s'est quitté avec une petite euphorie, tu vois, la qualification en Ligue des Champions. On était sur notre petit nuage, quoi. C'est vrai qu'il y a eu encore la police des célébrations qui ont dit ouais, ils ont célébré comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions et tout. Bon, écoutez les gars, quand ça fait 14 ans, c'est ça, un truc comme ça, qu'on n'avait pas passé l'écart, petite stat qui fait plaisir, bah oui, on célèbre un peu comme si tu avais gagné la Ligue des Champions, de passer ric-rac. Moi, je maintiens contre une belle équipe de Porto, pas le football qu'on apprécie, mais en tout cas le football ils ont été au maximum de ce qu'ils pouvaient aller, et la preuve, ils nous ont poussé au tir au but. Donc voilà. Donc pour moi, c'était pas une honte, clairement, de battre cette équipe de Porto au tir au but. Et effectivement, la dramaturgie des tirs au but fait que quand tu gagnes une séance de tir au but, peu importe que ce soit un 32e de finale de Coupe de France contre Guignon, ou un quart de finale de Ligue des Champions. Oh le lapsus. On ira pas 8e de finale. On n'ira pas au tir au but, tu sais très bien. Il y aura 5-0 déjà. 10-2, on connaît. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc, ou un 8e de finale de Ligue des Champions contre une belle équipe de Porto, et bien dans tous les cas, tu célèbres dignement parce que t'as quand même fait caca culotte pendant la séance de tir au but, comme à toute bonne vieille séance de tir au but, et donc du coup, t'es quand même soulagé quand ton équipe a gagné. Donc donc on était dans cette petite euphorie-là. En plus, depuis le mois de janvier, globalement, on déroule sur tout le monde. Donc oui, on était tout bien heureux. Premier de première ligue, c'est bon, on est qualifié en Ligue des Champions. On arrête la saison. Stop. Voilà. Trêve de presque 3 semaines. Pour nous, voilà. Pour nous, on avait rempli le contrat. Arsenal Fans FR était en vacances. On pensait déjà au mercato et tout. Et là, effectivement, à 3 jours du truc, tu te dis, alors en fait, ce week-end, on joue City à l'Etihad. Et donc, Bukayo Saka, on sait pas trop. Petite incertitude avec la sélection anglaise. Voilà. Donc effectivement, on se disait qu'on était pas mal dans cette petite trêve. En plus, il fait beau. Voilà, c'était sympa. Mais ouais, d'un côté, voilà, super excité, comme tu l'as dit, si on revient au sérieux, parce qu'on arrive dans ce moment clutch de l'année où on a quand même du coup un quart de finale de Ligue des Champions qui se profile, on est dans la course au titre en première ligue, enfin voilà, c'est super excitant. Et d'un autre côté, on reste Arsenal, on sait ce qu'on vaut, on sait le potentiel, pas dire de choc, mais de mauvaises surprises que notre équipe peut nous réserver. Et donc, on commence un petit peu à être stressé. Mais honnêtement, si ce week-end, et on va y venir, je pense, si ce week-end ça se passe bien, pour la suite, moi je serais très confiant. C'est Gucci pour la suite, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est un match super important, c'est presque un match à 6 points. Je vois beaucoup de gens qui disent si on gagne pas à l'Etihad, la saison est finie, on peut pas jouer le titre. Je vois des gens qui disent si on gagne à l'Etihad, on est officiellement champion. Je pense qu'il faut s'équilibrer, un peu doser entre les deux et se dire que quoi qu'il arrive, ces deux équipes qui sont très proches d'un point de vue footballistique, je pense qu'on est meilleur qu'eux depuis quelques mois. Je pense que ça va jouer chez eux, donc ça va être serré, que ça va probablement se finir sur une prouesse ou une erreur individuelle, à voir de quel côté ça va se profiler. C'est pas non plus le Manchester City des quelques années précédentes. On l'a bien vu dans leur derby mancunien qu'il y avait des failles dans la défense. On a bien vu que Haaland en ce moment il galère un petit peu. Après, quand t'as De Bruyne dans son effectif, tous les matchs sont potentiellement gagnés assez aisément. Je veux dire, c'est quand même compliqué quand tu joues contre un joueur
qui est un tel monstre depuis si longtemps. Mais voilà, c'est Manchester City contre Arsenal à l'Etihad ce week-end, le gros match. Quelles sont tes attentes, toi? Les attentes, c'est qu'on gagne, j'ai envie de dire. C'est un peu le truc basique. T'es engagé, hein. Ouais, non. Qu'on gagne, bien évidemment, mais surtout qu'on fasse un gros match. Parce que quand même, je te le dis, pour moi, ce match, il va quand même un peu définir la série qui nous attend derrière. Parce qu'en fait, si on parlait juste un peu de psychologie, de ce que ça peut apporter à l'équipe, on a dit que c'était l'année dernière, on a dit que c'était une équipe qui était encore jeune, qui avait beaucoup à apprendre et qui du coup pouvait être un peu friable. Et honnêtement, par contre, moi, ce que j'ai ressenti contre Porto, au-delà du fait que Porto était une belle équipe et qu'ils ont bien joué à fond, on a senti qu'il y avait encore un peu une petite peur de gagner, presque. Enfin, tu vois, en fait, au match retour, que tu te fasses surprendre à l'aller, chez eux, dans un contexte particulier, etc., bon, c'est une chose. Le match retour où tu le domines quand même de la tête et des épaules et que t'arrives pas à marquer le deuxième but et tu sens que tu vois même un Saliba défensivement, il y a eu 2-3 petits trucs où on s'est dit on peut prendre un but quand même sur ce match. Voilà, tu sens que c'est encore une équipe qui est en train d'apprendre, et ce qui est normal. Et encore, moi, je suis persuadé que et c'est ça qui est positif, c'est que notre pic de compétitivité, il est pas cette saison. Il sera encore peut-être dans 2 ou 3 saisons. Donc, c'est ça qui est hyper positif. Mais donc, du coup, t'es encore en phase d'apprentissage. Et donc, le match de ce week-end, pour moi, il peut être un peu un tournant. Alors oui, je te dirais pas qu'on a perdu le titre et que la saison est finie si on a perdu. Je te dirais pas qu'on a gagné le titre et que la saison est validée si on gagne ce match. Mais je pense que psychologiquement, il peut se passer un truc. Je pense que si tu vas chez eux, que tu fais une grosse performance, que tu les bats concrètement, la suite de ta série de matchs folles là, elle est quand même bien abordée. Et même quand tu vas arriver à l'Alliance Arena, c'est ça le stade C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. J'allais confondre avec le stade de Nice, mais non, c'est ça, c'est l'Alliance Arena à Munich. Tu vas être un peu en confiance en disant City qui roulait quand même sur tout le monde, qui est l'équipe européenne depuis 2-3 saisons. On les a battus chez eux, donc en soi le Bayern que nenni. En plus il y a Harry Kane, tu vois, donc ça nous fait pas peur. Mais donc voilà. Et par contre, si tu te fais désosser à Manchester City, les jambes vont être un peu lourdes, les têtes vont être un peu lourdes, et il faudrait enchaîner contre Luton, qui pour moi est vraiment pas une mauvaise équipe de Première Ligue. Et puis après t'as Brighton, et après t'as la Ligue des Champions. Donc voilà, en fait, ça peut vite être une spirale négative qui peut être pas cool. Donc moi, ce que j'attends, c'est un gros match, bien évidemment, une bonne performance et au minimum un match nul, on va dire. Voilà, minimum un match nul, ça hypothèque rien du tout dans la course au titre. Et puis ça nous donnerait quand même un minimum de confiance pour la suite, je pense. Et toi, du coup? Moi je pense qu'on va les battre 8-0 parce que c'est un peu comme ça que je suis. Non, moi je tremble, je suis fébrile par rapport à ce match-là parce qu'on se souvient très bien l'année dernière, la confiance, l'euphorie, le petit nuage, ils étaient présents jusqu'à notre triple rencontre face à eux. La première, on était en mode c'est juste en coupe, limite vaut mieux perdre celle-là et gagner la suivante. Et puis la deuxième avec le festival Rebuilding. Ouais. Qui a fait un peu mais c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte, c'est pas la même équipe. On est quand même sur une qualité différente, une maturité différente. De toute façon, c'est pas pour rien que cette année on a presque plus de 10 points de différence de but de plus que Manchester City parce qu'on est la meilleure défense de loin, on est la meilleure attaque presque de loin. C'est pas la même bête qu'on a cette année. Mais par contre, comme tu le dis, on reste une équipe qui est assez jeune, on est une équipe qui peut. C'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport à une prouesse individuelle ou une erreur individuelle. Je pense que la prouesse individuelle, autant elle peut venir de joueurs de City comme des nôtres, autant l'erreur individuelle, je la sens quand même bien venir de chez nous. Tu vois bien la passe de Jorginho mal appuyée, la tête de Gabriel qui part pas dans le bon sens, Raya qui lit pas bien, et boum, tu te prends un but à la 88e de la part de Rodri qui aurait dû être expulsé 50 minutes avant. Enfin bon, on connaît très bien comment ça se passe contre City de toute façon. Hein. Mais voilà, pour moi c'est un match qui va être déterminé par le premier but. Et on a tendance à marquer les premiers buts, on a tendance à être bon en début de match. Si on arrive à faire comme on avait pu faire il y a déjà une belle lurette, mais il y a 1 an et demi, avec Saka qui marque le premier but à la 25e minute, qu'on arrive à concrétiser cette première occasion, qu'on arrive à vraiment se mettre en confiance. Je pense qu'après, en termes de rigueur, en termes d'abnégation, on n'est pas la même bête qu'auparavant, et je pense pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Je pense pas qu'il y ait le carton rouge pour Gabriel, je pense pas qu'il y ait le carton rouge pour le penalty causé par Xhaka. De toute façon, il est plus là. Bravo Xhaka d'ailleurs pour les travaux. Donc voilà, donc je pense que c'est le premier but qui va être déterminant parce que je nous vois mal rebondir si on se prend un premier but un petit peu catastrophique. Je pense que par contre, si on marque un beau but au début, le match sera gagné plus ou moins, même si rien n'est fait bien sûr à l'Etihad Stadium, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un match entre deux équipes qui vont être aussi compétitives
arrivent autant enflammés et qui savent qu'une partie de leur saison dépend de ces 90 minutes et plus 15 minutes de temps additionnel jusqu'à ce qu'ils égalisent. Donc ça va être un beau match, j'ai hâte en tout cas, ça va être chouette. J'espère juste que l'arbitre ne sera pas une histoire, j'espère juste que ce sera vraiment deux équipes compétitives qui vont jouer les unes contre les autres. Mais bon bref, ça nous amène du coup à la question de quel est ton 11 pour Manchester City ? C'est une bonne question, j'ai entendu que tu parlais de Jorginho, tu avais acté sa titularisation. Je rejoins, je pense que là Jorginho dans les grands matchs, il a marqué des gros points et je pense qu'on aura besoin de lui pour calmer le jeu, pour un peu, pour être un peu plus maître du ballon que ce qu'on peut faire d'habitude contre City. Donc ouais, je partirais. Donc bon, la défense on n'y touche pas. Moi je pars du principe que Kiwior va être encore devant Zinchenko, je pense, parce que justement il apporte un peu plus défensivement. Alors il apporte rien offensivement, ça c'est vrai. Ce dernier temps quand même, ça va. Un peu mieux, voilà. En gros, on va dire que ça progresse, mais entre lui et Zinchenko, c'est un peu le jour et la nuit quand même. Mais c'est aussi le jour et la nuit défensivement. Donc, pour le récompenser, quoi, moi je verrais bien donc Kiwior, donc on garderait Raya et puis le quatuor défensif tel qu'il existe. Rice, Jorginho, Odegaard, là ça bouge pas. Et c'est devant où pour moi il y a un point d'interrogation. En fait, c'est aussi est-ce que Martinelli est apte ou pas. Et pour moi, s'il n'est pas apte, c'est évident que du coup on a Jesus à gauche, Havertz en pointe et Saka s'il est apte à droite. Mais bon, on va partir du principe que Saka est apte parce que j'ai pas envie de me flinguer le moral sur cette vidéo. Donc Saka est apte, voilà, je vous l'annonce officiellement par Arsenal Fans FR. Voilà, il est apte. Et donc du coup, voilà. D'ailleurs, si vous voulez, hein, vous nous mettez en source. Voilà. Ouais, Fabrizio Romano, c'est officiel, voilà. Mais donc Saka, Havertz, Jesus, si Martinelli n'est pas apte, et ça risque d'être le cas. Enfin après, on sait pas du coup ce qu'il a fait là pendant la trêve, mais en tout cas, si j'ai bien suivi, il avait une coupure au pied. Du coup, c'est ça qu'il aurait eu là contre Brentford. Donc bon, à voir. Et si Martinelli est apte, par contre, il y a une vraie équation, parce qu'en fait. Moi, vous connaissez, je suis amoureux de Gabriel Jesus et donc du coup, il a une place de titulaire dans tous mes 11 à partir du moment où il est fit et il a l'air d'être fit, donc ça c'est pas un souci. Maintenant, vu ce que fait Havertz en ce moment, coucou le match de l'équipe de France, Havertz mérite d'être titulaire et il a apporté vraiment beaucoup de bien à l'équipe dans ce rôle-là aussi de neuf. C'est pour ça que moi j'aimerais bien en fait presque que Martinelli ne soit pas là parce qu'au moins ça résoudrait le problème et du coup on aurait les deux ensemble parce que je pense que les deux ensemble ça peut être aussi vraiment pas mal. Mais si Martinelli est apte, je pense que il a sa place parce que, comme on l'a déjà dit, la débauche d'énergie qu'il met dans son couloir, la menace permanente, et puis en plus il a souvent été bon contre City également, donc ça serait aussi juste pour lui pouvoir être titulaire. Donc ouais, l'équation, voilà, pour moi la vraie question elle est là, quoi. C'est la donnée inconnue, c'est la disponibilité de Martinelli, et du coup si Martinelli est apte, que j'aille quand même jusqu'au bout de mon raisonnement, bah ouais, je mettrais Martinelli titulaire et quand même Havertz en pointe, donc je pense qu'on n'aurait pas Jesus sur ce match-là. Et s'il n'est pas apte, voilà. Et toi, du coup, ton 11 ? Un peu près pareil, parce que moi je pense que Havertz il est indéboulonnable surtout dans les gros matchs. Je pense vraiment que au vu du profil des défenseurs centraux de Manchester City, que s'il peut faire ce rôle un peu de pivot et en même temps de créer du décalage, de créer des espaces, il va juste les manger tout cru. Et que du coup Martinelli et Saka ou Gabriel Jesus et Saka sur les ailes vont pouvoir exploiter ces espaces-là et aller un peu à l'attaque tout simplement. Pour moi la question de Gabriel Jesus Martinelli ça va dépendre de Walker pour être très honnête, parce que si Walker est absent, Gabriel Jesus a vachement plus sa place sur l'aile. Si y a Walker, ça sert à rien de mettre Jesus sur l'aile concrètement, vaut mieux mettre Martinelli parce que c'est un peu le seul qui est capable de courir aussi vite que Walker et le seul d'être avec ces techniques de l'homme bourré là, d'arriver un petit peu à dérouter ce défenseur qui est quand même incroyable, Kyle Walker. Donc ouais, pour moi c'est ça, il faut du contrôle au milieu de terrain, c'est sûr, il faut que Jorginho soit sur Rodri, et il faut que les deux ils aient aucun espace, de toute façon je pense que ça va être le plan. Et je fais confiance à Odegaard pour neutraliser dans une grande partie De Bruyne, ou en tout cas si De Bruyne part solo, ça veut dire que t'as Odegaard et Saka de l'autre côté, donc il suffit d'une récupération de balle, un long ballon de Raya, et on est en 2 contre 1 face à Ake qui fait pas une très bonne fin de saison là. Donc ça se joue, mais pour moi Havertz doit absolument jouer, parce que dans les gros matchs, il se donne tout le temps à 100%,
Et effectivement, si on parle de méritocratie, tout simplement, Gabriel Jesus a une place à regagner. C'est pas Havertz qui va laisser sa place sur le banc très clairement là. Donc voilà, ça serait mon 11 aussi. Et je pense que Gabriel Jesus est le meilleur en sortie de banc aussi que Martinelli, ce qui est aussi un avantage. Ouais. Dans le sens où tu peux aussi changer tactiquement à la fin du match si besoin, donc ce serait optimal. Bref, on a parlé de ce gros match face au Manchester City. Tu as parlé de Luton et de Brighton, on va y revenir juste après. La grosse échéance qui nous attend par la suite, c'est le match aller et le match retour face au Bayern en début avril. Le premier à domicile avec aucun des fans adverses qui sera présent, donc ça sera 65 000 fans d'Arsenal qui seront là. Ils ont intérêt à crier. Ah, ça va crier, à mon avis. Et la question que je te pose, c'est quel score te rendrait confortable pour le match retour? 2 buts d'écart. 2 buts d'écart seulement, tu penses? Ouais, parce que pour le coup, tu vois, on parlait de City qui est un peu moins bien cette saison. Le Bayern, pour le coup, c'est pas le Bayern qui nous a traumatisé avec le 10-2 cumulé d'il y a quelques années. Enfin, honnêtement, pour moi, ce Bayern-là, honnêtement, ne me fait pas dire pas peur, mais ne me fait pas très peur. Voilà. Okay. Donc du coup, je pense que 2 buts d'avance avant un match retour chez eux, ça me paraît confortable. Je pense que collectivement, on est une meilleure équipe qu'eux. Après, ils ont des individualités qui sont vraiment très très fortes. On a vu Musiala. Musiala me fait très 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 peur, moi, parce que je pense pas que le match de l'équipe de France encore. Ouais, parce que Rice contre Musiala, je pense que dans ce match-là, Rice devra jouer 6 justement pour contrer Musiala, parce que Jorginho n'aura pas les jambes pour suivre. Oui. Et même Rice face à Musiala, j'ai un peu peur. C'est vraiment un phénomène, ce gamin. Il est trop fort, c'est juste dingue. C'est un phénomène, mais qui est encore à notre chance, encore un peu jeune, et qui, je trouve, est pas entouré de la meilleure façon. Enfin, tu vois, pour moi, il pourrait être encore plus décisif cette saison. Enfin, limite, ses stats lui rendent pas honneur sur le joueur que c'est cette saison. Donc, et bon, Kane, on sait que s'il y a un péno à aller chercher, il y aura contre nous. Je pense voilà, mais le principe qu'il y aura forcément un but de Kane sur penalty dans les deux matchs. Et voilà, oui, c'est sûr. On vit avec. Mais c'est pour ça que je te dis, je pense, 2 buts d'avance à l'aller, moi je serais confort. Enfin, déjà, honnêtement, si déjà on gagne le match aller, ça sera bien. En fait, pour moi, là, je te le dis, mon avis, je suis beaucoup plus stressé sur la première ligue que sur la Ligue des Champions. Pour moi, tu vois, honnêtement, la Ligue des Champions, maintenant, c'est que du bonus. On en avait parlé en début de saison. On s'était dit, si on fait quart de finale, le contrat sera rempli pour un retour dans cette compétition qui est quand même très particulière. Hein. C'est une compétition vraiment comme aucune autre. Donc voilà, pour moi là l'objectif il est rempli, on est en quart, on joue une grosse équipe. Moi ça me fait plaisir, franchement j'avais envie de jouer un gros d'Europe. Tu vois, j'avais pas envie de retomber contre City tout de suite pour dire bah non, c'est encore un truc anglais, machin et tout. Non là ça fait plaisir, tu joues une grosse équipe en plus avec lequel on a un historique. Donc si on gagne, ça sera tout bénef, il y aura le passé qui sera vengé, etc. Et puis si on perd, bah de toute façon on perd contre le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions, c'est pas non plus ça arrive à tout le monde, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu le quota, quoi. Tu perds contre le Real ou le Bayern dans Ligue des Champions, bon bah écoute, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on sait que c'est leur compétition. Donc voilà, le seul truc c'est de ne pas se faire humilier, mais pour moi ça arrivera pas. Ça, je pense que de toute façon on se fera pas humilier. Si on perd, ça sera dans les règles de l'art. Donc voilà. Donc je suis pas trop stressé, je t'avoue. Pour moi, si on gagne déjà le match aller, c'est bien. Ça nous donnera encore plus de motivation et de détermination pour le match retour. Mais pour moi, si on gagne le match aller, pour répondre à ta question, avec 2 buts d'écart, je serais vraiment serein. Je me dirais voilà, on a quand même tout bien en main pour se qualifier, quoi. Bah justement, moi je suis d'accord dans le point de toute façon plus globalisant que tu fais, qui est que tant qu'on se fait pas humilier, ça va. Et moi je pense que c'est valable pour tout le reste de la saison en fait. Si on finit deuxième mais qu'on reste compétitif et qu'on s'écroule pas comme la saison dernière, pour moi ça sera une saison réussie à tout point. Je sais qu'il y a la team, il faut gagner un trophée pour être un grand entraîneur, une grande équipe. Ça viendra. Franchement, je me fais pas trop de soucis pour cette saison. On est encore dans une transition, ça prend du temps et voilà. Pour le match de Bayern, le problème c'est que comme tu dis, c'est un peu des ogres quand il faut jouer dans les gros matchs. On l'a bien vu, c'était quoi quand qui jouait en 8ème déjà où Tourelle était presque parti, il était sur la sellette et Harry Kane lui met un doublé comme ça et lui rassure son poste jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, pour moi c'est quand même mais en tout cas pour moi c'est une équipe comme ça qui n'accepte pas trop la défaite dans ce genre de rencontre où il faut vraiment les pousser jusqu'au bout, jusqu'au retranchement. Moi je me souviendrai toujours, je sais plus quand c'était, ça commence à dater, il y a 15 ans, 16 ans. Quand on gagnait 3-1 là-bas, il fallait gagner 4-1 pour être qualifié, et qu'ils nous ont fait
tourné en bourrique pendant les 10 dernières minutes, c'était horrible, c'était frustrant, j'avais envie de péter mon écran, j'en pouvais plus. Et ils sont capables de faire ça, ils ont l'expérience, ils ont la maturité, ils ont... voilà. C'est une équipe qui sait contrôler des matchs malgré tout, même si voilà, c'est pas le Bayern des grands jours comme tu l'as dit, et qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'un joueur comme Goretzka n'est pas considéré comme le meilleur milieu de terrain de leur effectif, je me dis qu'il y a un gros problème aussi d'un point de vue managérial et derrière les coulisses. Mais bon, ça, écoutez, si on peut aller récupérer un Kimmich ou un Goretzka, moi je vais pas me plaindre, très sincèrement. Je préfère Kimmich, moi. Je préfère Kimmich. Moi aussi. Mais bon. C'est le foot, quoi, Kimmich. Mais Goretzka, c'est football. Goretzka, c'est juste. Le mec qui te met des coups d'épaule et tu pars au bout du terrain, quoi. Ça, j'aime bien aussi ce genre de joueur à côté de Rice, je me dis, c'est pas sympa. Bref, moi je suis plus à 3 buts d'écart pour être à l'aise, pour être très honnête, et je pense vraiment qu'il y a moyen de les taper fort au match aller. Parce que vraiment, on sera vraiment en huis clos entre nous, entre fans d'Arsenal, que à domicile on peut vraiment dérouler si on arrive à dérouler. Que je pense qu'ils vont jouer très défensif en disant on va espérer que Sané il va servir Kane, ils vont jouer à 2 en attaque concrètement. Parce que Gnabry cette saison de toute façon c'est pas trop ça. Sané c'est plus trop ça heureusement d'ailleurs, parce que moi j'avais très très peur de Sané. Et puis après j'ai regardé ses stats dernièrement et ça va. Parce que son début de saison c'était quand même canon. Là, légèrement moins. Donc ouais, c'est quand même une équipe qui va essayer de nous taper en contre, mais je pense qu'on peut gérer ça, parce que je pense qu'on a la meilleure équipe d'Europe et du monde à gérer les transitions rapides, parce que Saliba, Gabriel, c'est juste des brutasses. Et donc voilà, je suis assez confiant comme toi, je suis pas trop stressé, pour moi le contrat il est réussi dans un sens comme dans l'autre, tant qu'on se fait pas oublier, ça va. Mais j'aimerais vraiment bien qu'on leur mette du 4 ou 5-0 à l'aller quand même. Ouais, ça serait beau, c'est sûr que ça serait beau. Ouais. Et pour te répondre, j'ai retrouvé, ils ont joué la Lazio au tour précédent. Donc honnêtement, je suis pas sûr que la Lazio soit meilleure que Porto. Voilà. Pour dire les choses très honnêtement. Non, en tout cas, oui, il y a pas la même expérience en Ligue des Champions, et puis c'est pas le même plan tactique. J'ai pas répondu sur ça, mais oui, effectivement, pour moi, tout ce spleen de collectif en disant on aurait dû démonter une équipe comme Porto, voilà, ils savent pas jouer, ils jouent défensivement. Non, ils jouent super bien défensivement. C'est une équipe qui a ils ont 50 minutes de temps de ballon joué dans chacun de leurs matchs, même en Liga NOS. Enfin, je sais pas compte du délire, la moitié des équipes ils ont pas de joueurs, ils ont juste pas de joueurs, et pourtant ils jouent comme ça à bourriner. Enfin, ils sont très très bons à ça, c'est leur art, et puis c'est une façon de jouer au foot qui est tout à fait honorable et acceptable. C'est être horrible de regarder ça chaque semaine, mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Du coup, après nos échéances en première ligue, Luton à domicile, Brighton à l'extérieur, Aston Villa à domicile, Wolves à l'extérieur, Chelsea à domicile et les Pigeons Blancs à l'extérieur. Pour moi, c'est pour ça que je suis pas en mode dramatique par rapport au match de City, parce que pour moi, là, il y a 18 points sur 18 qui sont prenables. Je dirais que le gros match qui me fait peur, c'est plus Brighton à l'extérieur. Aston Villa, on sait jamais de quoi ils sont capables, mais là ils sont quand même en train de faire une Emery qu'on connaît trop bien. Donc pour moi, à part Brighton à l'extérieur, il y a aucun match qui me fait peur plus que ça. Chelsea contre les gros, ils jouent bien, mais à domicile, je pense qu'on va les atomiser. Je vais pas mentir. Hein. C'est pas avec Malo Gusto qui défend aussi bien qu'un Frimpong dans un back four que je vais avoir très très peur face à Martinelli ou Saka, quoi, très clairement. Et donc j'ai pas trop peur moi. Ouais, il y a quand même, honnêtement, il y a quand même des matchs. T'as dit, moi je te dis, Luton, c'est pas une mauvaise équipe de PL. Brighton, tu l'as dit, pour moi c'est dangereux à l'extérieur. Aston Villa, oui, il y a l'effet Unai Emery, mais ils sont quand même capables de coups d'éclat sur certains matchs. Et puis c'est une équipe qui sait bien nous faire chier. Les Wolves, ça me paraît être le match le plus simple et de loin, parce que cette année c'est quand même assez tristoun ce qu'ils sont devenus. Non mais tu sais, il y a eu des années où ils étaient voilà. Là cette année pour moi ça fait quand même 3-4 ans que les Wolves ils survivent avec 2-3 stars portugaises et basta, et c'est quand même pas resplendissant quoi. Donc voilà, après Chelsea, je suis d'accord avec toi, à domicile, je pense que ça devrait aller. Et puis après Tottenham à l'extérieur, mais en fait dans leur stade, leur Disneyland de stade, il se passe toujours des trucs bizarres, donc bon, à surveiller quand même. Mais oui, enfin, en fait pour moi c'est plus l'enchaînement, tu vois, c'est-à-dire que comme encore une fois, jeune équipe, etc. Et là il va vraiment falloir s'y mettre tous les 3 jours. Ça n'a jamais été fait avec cet effectif-là, et donc pour moi c'est plus un test, tu vois. C'est pas tant l'adversité, parce que en soi, hormis City et le Bayern, on est quand même un cran en dessous à chaque fois, mais c'est le rythme, c'est-à-dire que mais c'est tous les 3 jours, va falloir être
prêt physiquement, mentalement. La première ligue, on sait ce que c'est quand même dur dans les impacts, dur dans les duels, dur dans l'intensité. Et si tu as une grosse débauche, parce que de toute façon, tu auras une grosse débauche d'énergie contre le Bayern, quoi qu'il arrive à domicile et à l'extérieur, il va falloir 3 jours après être face à Aston Villa quand même, et 3 jours après, contre les Wolves, donc c'est déjà un peu mieux. Mais bon, tu vois. Oui, et puis on l'a bien vu de toute façon à la période de Noël. Hein. C'est le seul moment de la saison où on enchaînait 3 matchs en 10 jours, et les 2 derniers, on les a perdus 1-0 parce que on n'avait plus les gens, on n'avait plus capacité. Et Fulham, ça restera toujours probablement un gros point noir sur cette saison, typiquement. C'est ça. Et là, du coup, faut espérer. Pour moi, le point principal, c'est la capacité d'enchaîner les matchs durant cette période, plus que les adversaires, et puis les bobos, parce que on en parlait tout à l'heure, quand on faisait le 11 face à City, on sait pas pour Martinelli, on sait pas trop pour Saka, on sait pas trop pour Gabriel, on a oublié Gabriel, mais il est quand même parti du Brésil en étant blessé, donc on sait, en tout cas avec une alerte. J'espère que ce sera, c'est comme à l'époque où les mecs de City allaient pas du tout et de Liverpool d'ailleurs aussi, ils étaient toujours blessés en sélection, et puis après ils jouaient bien. Là, Walker qui s'est fait un hamstring de 10 jours, bon, on connaît la stratégie. Puis Haaland pareil, je crois il a la même blessure, la même durée d'indisponibilité, en doute face à Arsenal, à d'autres. Bon, donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, ce mois d'avril sera un vrai test. Je pense que fin avril, de toute façon, on en saura plus sur notre saison, parce que déjà, Ligue des Champions, on saura si on est passé ou pas. Et puis, la première ligue, globalement, t'as dit, il y a 18 points. Ces 18 points, ils seront quand même bien déterminants, parce que si t'en as, pour moi, entre 15 et 18, on sera toujours dans la course au titre. Si t'en as entre 10 et 18, ça commencera à être un peu plus menu, je pense. Donc voilà, mais donnez aussi vos avis en commentaire, les copains. Est-ce qu'on fait un 18 sur 18 Est-ce qu'on fait un 18 sur 18 double 4-0 contre le Bayern et on est la meilleure équipe du monde, ou est-ce qu'on perd tous nos matchs et on se fait humilier par le Bayern et en fait Arteta out? On vous laisse à vos directement commentaires. Arteta out quoi qu'il arrive, parce que moi j'en ai marre. On gagne pas de trophée. C'est encore intolérable de la part d'un coach comme ça. Ouais, et puis c'est insupportable. Et puis en plus, il a insulté Sergio Conceição. Franchement, ça, ça c'est vraiment, c'est un sale type. C'est un sale type, hein. Comme Tourelle et Guardiola d'ailleurs. Alors que c'est tous des horreurs. Et comme Lounès d'ailleurs. Comme Lounès. Mais Lounès, non, il a raison. Pour finir, du coup, vu qu'on est sur les bobos, et pour finir un petit peu cet épisode des mois déterminants, j'avais une petite question un peu piège qui me taraudait. J'avais hésité à la poser sur Twitter, puis je me suis dit que j'allais avoir peur des réponses. Du coup, j'en profite d'être en présence éclairée, en compagnie d'élite, pour la poser de manière un petit peu plus intime, on va dire. Et n'hésitez pas en commentaire à y répondre aussi, parce que je pense que c'est une question qui est intéressante par rapport à notre vision de l'effectif. Si tu devais choisir parmi ces 4 joueurs, un qui se blesse jusqu'à la fin de la saison, à l'instar de Saliba l'année dernière, lequel tu choisirais entre Saliba, Rice, Odegaard ou Saka? Alors, je veux juste poser une question sur les critères de choix. Est-ce que c'est le joueur, si je dois en choisir un par élimination, celui que je préfère, ou celui qui a le plus de probabilité? Non, celui qui pour lequel tu penses que la saison aura le plus de chances d'être déroutée s'il se blesse. Donc d'un point de vue purement tactique, stratégique. D'accord, donc en gros celui qui nous met dans la même situation que Saliba l'année dernière. Exactement. Attends, tu peux redire les choix? Odegaard, Saka, Gabriel et Saliba, Rice, Odegaard, Saka. J'hésite, j'ai un duo, j'hésite entre Rice et Saka, pour tout te dire. Parce que Rice, pour moi, c'est celui qui nous a fait passer là dans un monde complètement différent cette saison. Enfin, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit les chiffres, on est la meilleure défense, la meilleure attaque de Première Ligue. Il est loin d'être étranger à cette stat, enfin ces 2 stats cumulées, parce qu'en fait, il apporte autant défensivement qu'offensivement, on s'en rend compte. Donc pour ça, je mettrais Rice. Et en même temps, Saka, on voit aussi à quel point on est annihilé offensivement dès qu'il est moins bien. Et en général, regardez nos notes, les matchs où on met des mauvaises notes à Saka, en général, c'est des mauvais matchs qu'on a fait ou des matchs qu'on n'a pas gagnés. Donc pareil, là, le lien de cause à effet, je pense qu'il est assez évident. Donc
Allez, je vais choisir Saka, celui qui serait le plus terrible, parce que je pense que numériquement, on peut remplacer un peu mieux Rice. Je pense que tu vois, tu peux réinstaller Jorginho dans ce rôle de faux 6 et tu peux avoir Havertz qui rejoue milieu de terrain. Enfin, tu vois, tu peux bricoler un truc comme ça, pour moi, qui tiendrait plus ou moins la route, au moins en première ligue. En revanche, si Saka se blesse, bah, on a vu ce que ça donne, ou bah, malheureusement... c'est là où il va falloir recruter cet été d'ailleurs, mais parce que j'aime beaucoup Nelson, ce petit prince, mais malheureusement c'est bancal. Donc, je suis pas confiant d'avoir Nelson jusqu'à la fin de saison en titulaire. De toute façon, il le sera pas. Je pense que si Saka se blesse, on aura peut-être du coup du Gabriel Jesus à droite. Si tant est qu'il se reblesse pas non plus. Donc ouais, je sais pas. Ouais, du coup, parce que j'ai moins de solutions évidentes dans ma tête si Saka se blesse que si Rice se blesse. Voilà. Mais dans tous les cas, ça serait catastrophique. Donc, pas merci pour cette question. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Moi, j'ai suivi un peu le même genre de raisonnement parce que je me suis dit, Saliba, c'est lui qui a dérouté la saison l'année dernière, mais parce qu'on avait que Rob Holding en tant que solution. C'est ça. Là, ouais. Je nous fais plus confiance pour arriver à trouver une rotation, avec surtout si Tomiyasu revient, peut-être éventuellement Timber, notre numéro 5 qui avait joué les droits. Je me dis voilà, White il peut repasser dans l'axe, Kivior peut jouer dans l'axe, avec Zinchenko. On a des solutions. Odegaard, pareil, même si c'est le leader technique et c'est un peu le persona d'Arteta sur le terrain. On a suffisamment de gens au milieu de terrain pour faire sans, malgré... je pense qu'on baisserait en régime, mais ce serait comme ça. Et Rice, un peu pareil, du coup, dans la même logique. Du coup, je choisirais Saka aussi. Et c'est la raison pour laquelle je vois beaucoup de gens parler d'un numéro 9 cet été, ou d'un milieu de terrain cet été. Et que moi, continue à penser qu'un ailier... je vais pas dire Pedro Neto, parce que vu sa saison cataclysmique en termes de blessures, c'est compliqué d'être pour lui là. Mais un ailier, franchement, je pense que ça aurait été l'option numéro 1, parce que c'est pas possible d'avoir une baisse de qualité autant que aussi drastique à cette position, même si Saka se blesse jamais, heureusement. Là, quand il est sorti du camp, c'était pour dire, ça fait quand même quelques mois qu'il couvre une blessure sur le talon d'Achille droit, c'est ça? C'est-à-dire que ça fait quelques mois qu'il joue dans la douleur. Et à un moment donné, tu sais ce que ça veut dire, un joueur qui enchaîne les matchs, qui enchaîne beaucoup trop de matchs. Surtout là avec l'enchaînement, c'est ça. Ça veut dire que ça peut être une blessure qui l'éloigne des terrains pendant un mois à la Pedri après, quoi. Et on ne va pas vraiment pas envie de vivre une Pedri, parce que là, pour le coup, le club serait dans le désarroi. Je pense aussi, accessoirement, ça. Prochain truc mercato, mais on ouvre la porte, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus d'ailiers prometteurs que de milieu de terrain et de neufs prometteurs aussi sur le marché. Donc c'est un peu plus simple de se positionner. Bon, ça c'est... On ouvrira la propagande Nico Williams bientôt. Ouais, Nico Williams, ce serait le rêve, mais il y a trop d'équipes qui sont dessus, malheureusement. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez. Si ça se trouve, vous pensez qu'on est des abrutis totaux, ce qui est tout à fait valable, hein, parce que nous, de toute façon, on est... C'est légitime, d'ailleurs. Ouais. On est Saka, fans FR, donc c'est normal aussi qu'on réponde comme ça, mais peut-être que vous avez des avis contraires, n'hésitez pas à nous le dire. Et sur ce, on va arrêter la vidéo ici, parce que ça fait 34 minutes, on a dépassé d'environ le double de ce qu'on avait pensé faire. C'est classique chez Nicolas et Noé, quand ils sont ensemble, ils parlent, ils déblatèrent. Mais ça fait plaisir en tout cas de discuter d'Arsenal, de poser un petit peu les choses avant ce mois frénétique, ces 6 semaines frénétiques, et on espère que nos prédictions seront correctes, parce que je vous rappelle qu'on prédit qu'on va gagner tous nos matchs 8-0, et qu'on finit premier avec 15 points d'avance, il me semble, c'est ça? Donc c'est ça, ouais, et plus 54 en différence de but. Exactement. On n'est pas déjà à 46, attends. Non, pardon, par rapport aux adversaires, pardon, désolé. Ah oui, c'était pas clair. Parce que j'ai cru que on a gagné 8-0 à chaque match et que finir que avec 56, ça aurait été eu un problème dans la matrice. Mais bon, bref. Non. Salut l'équipe, prenez soin de vous, profitez du beau temps, hydratez-vous. Salut les gars. Et faites attention. Yes, à bientôt. On profite bien, on se retrouve dimanche pour le match face à Manchester City.